Bienvenue à tous. Ils sont engagés à défendre les droits des populations en matière de santé. Mieux, ils s'assignent pour mission d'assurer la veille sanitaire. Eux, ce sont les membres de l'Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique, une initiative qui reflète une fois encore le rôle de la société civile dans le contrôle citoyen de l'action publique. Le président de l'OPS Afrique est notre invité sur ce plateau, Ricardo Aguzo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci M. Gaëtan et bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci M. Aguzo, un observatoire pour la promotion de la santé en Afrique. En quoi était-il important pour vous de prendre une telle initiative? Merci pour cette question parce que le 3 novembre, c'est-à-dire le mercredi passé, nous avons fait le lancement officiel de nos activités. La question ne cesse de venir. Vous savez le contexte dans lequel nous sommes. Et beaucoup ont pensé que peut-être ces derniers jours, le décès des deux femmes que nous avons vues circuler sur les réseaux sociaux, c'est ça qui nous a obligés de sortir. Mais je dirais non. Notre sortie s'inscrit dans un cadre. Moi personnellement, je suis un journaliste, vous le savez, et j'ai commencé par enquêter et investiguer sur un certain nombre de plaintes des populations. Et ces plaintes viennent des centres de santé publics comme privés. Et tout ce que j'ai eu à observer m'a amené à créer un observatoire. Cet observatoire s'inscrit dans la logique de contribuer au bien-être des populations à travers la promotion de la santé. Cette promotion nous permettra peut-être d'apporter notre contribution lorsque un malade est dans un centre et se sent marginalisé, se sent peut-être sous pression, se sent abandonné, se sent négligé, il peut recourir à notre observatoire et nous pourrons intervenir, ce qui permettra aux populations d'avoir accès aux soins de qualité. Alors vous dites si bien avoir été au courant de certaines plaintes des populations par rapport à leur accès aux soins de santé. Ces plaintes sont de quel ordre? Quel état des lieux, cela m'amène à vous poser cette question, quel état des lieux faites-vous de l'accès des populations aux soins de santé dans votre pays, le Togo? Vous savez, c'est un peu triste lorsque nous abordons le sujet, parce que les gens vont penser que nous sommes sortis pour les bousculer. Mais il faut préciser que pas du tout. L'observation que moi j'ai faite sur le terrain est regrettable. Vous savez, quand on parle du personnel soignant, il faut parler du personnel de santé, commençant par l'accueil jusqu'aux soins définitifs. Ce que nous avons constaté, le malade, lorsqu'il est dans un centre de santé, et c'est l'observation que j'ai faite. Apparemment, on a l'impression qu'il dérange. On a l'impression qu'il est venu bousculer le médecin. On a l'impression qu'il est un intrus. Et il semble parfois être abandonné à lui-même. Il manque d'abord les informations. Les parents des malades ou des patients qui l'accompagnent sont parfois repulsés, ne sont pas accueillis. Et on dirait qu'ils s'y mixent même dans les soins que le médecin devrait prodiguer aux malades. Donc, nous avons constaté un conflit entre peut-être ce que nous allons appeler le client quand nous sommes dans les centres privés et ce que nous allons appeler la personne qui est venue se faire soigner en tant que citoyen digne et qui se dit que je suis dans un centre public. Et ce conflit va nous amener aujourd'hui à faire une conclusion. Et cette conclusion, c'est que le peuple togolais, sinon le peuple africain, n'a pas encore accès équitable aux soins de santé. Alors, si je dis équitable, c'est parce que l'observation, c'est quoi? Lorsque vous n'avez pas un médecin dans un centre de santé, vous arrivez, c'est difficile pour vous qu'on vous accueille normalement. Il faut d'abord être accompagné par un médecin ou être orienté par un médecin de connaissance. Mais si vous arrivez en tant que citoyen simple, vous avez tous les problèmes du monde. Alors, M. Aguzo, vous dites là les raisons pour lesquelles vous avez pris cette initiative de créer l'OPS Afrique. Est-ce que vous vous mettez aujourd'hui, à travers cette organisation, dans la posture d'un gendarme? Non, pas du tout. Pas du tout. Ni policier, ni juge. Nous sommes des collaborateurs du personnel soignant. Nous sommes des partenaires privilégiés de ce secteur. Même l'État. Nous ne sommes pas des gendarmes. En réalité, ce que nous faisons, c'est le travail de nous tous.
Vous savez, le personnel soignant, c'est des personnes humaines, c'est des individus, des citoyens comme nous, qui peuvent tomber malades. Vous savez, nous sommes en bonne santé aujourd'hui, on est ici, mais tout de suite, en une seconde, je ne sais pas où est-ce que je peux me retrouver. Je peux être malade. Donc, il faut comprendre que ce que nous le faisons pour le bien de tous. Mais le médecin ou le personnel soignant doit savoir qu'il a l'obligation de moyens. Lorsque vous êtes médecin ou personne soignant et vous avez prêté serment d'assurer la vie des citoyens, vous avez l'obligation de moyens, c'est-à-dire de recourir à tous les moyens pour sauver une vie humaine. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est vrai qu'on nous parle des infrastructures qui ne sont pas aussi ce qu'elles doivent être, mais le peu que nous avons, simplement l'accueil, la courtoisie, le langage de respect, la patience, je crois que cela manque à beaucoup de nos concitoyens qui sont dans la santé. Alors vous peignez là un tableau, Monsieur Agozo, vous peignez là un tableau pas très reluisant du secteur de la santé. Comment est-ce que vous expliquez alors ce climat qui y règne? Comment est-ce que vous l'expliquez? Moi, d'abord, j'ai senti trop de frustration dans ce secteur. Des frustrations dues à quoi? Des frustrations, parfois, lorsque vous contactez le personnel soignant, la première des choses, on vous parle des infrastructures. Ce qui est vrai. Le plateau technique. Le plateau technique, ce qui est vrai. Ce qui est fondé, tout le monde le sait. Tout le monde connaît les conditions dans lesquelles les médecins travaillent en Afrique, au Togo. Mais je voudrais dire quelque chose. Vous savez, lorsque vous prêtez serment pour mener une activité ou rendre un service, il faut le faire jusqu'au bout. Et lorsque vous n'avez pas de moyens, la population constate. Je vous dis aujourd'hui que les gens vont loin même pour dire que c'est les médecins qui contribuent à notre mort. Ça, je vous l'ai dit. Et les gens ont peur, même des centres de santé sont ciblés, où les gens ont peur d'y aller. Et lorsque vous voulez conduire un malade là, on vous dit non, ne l'amène pas là-bas. Des centres privés ou publics. Je vais vous étonner. Même des sapeurs-pompiers qui viennent sauver les gens dans la rue, lorsqu'il y a accident, ils vous orientent. Il y a des sapeurs-pompiers qui vous disent non, moi je pense qu'il faut aller par ici. Ils sont témoins. Ce que je dis, vous savez que Saint-Faute, le syndicat des praticiens, a fait une journée, a organisé une journée de réflexion sur les reproches formulés par les populations. Ce qui veut dire que ce que j'ai dit ici, je n'invente rien. Ils sont conscients. Ils l'ont fait avant notre sortie. Mais il faut reconnaître que nous, on était dans une logique de se préparer suffisamment avant de faire notre sortie. Aujourd'hui, il est clair que la population a un sérieux problème avec le corps médical. Alors, le constat, c'est que les populations se plaignent, le personnel soignant aussi se plaint. Comment gagner ce pari de la bonne gouvernance sanitaire au Togo? Nous sommes les porte-parole de la population et nous connaissons réellement les problèmes du personnel soignant. Et nous pensons que nous serions des partenaires privilégiés de l'État, ces partenaires qui vont faire un diagnostic sérieux et relever les vrais mots qui minent le secteur de la santé et aller plaider pour que désormais le citoyen en réalité ne devrait pas quémander pour être soigné. Est-ce que les mots dont vous parlez sont ignorés? Est-ce qu'il faut dire qu'ils sont ignorés ou parfois on ne prend pas conscience du danger? Je voudrais vous dire ou vous surprendre que s'il y avait un secteur qui ne devrait pas souffrir, ça devait être la santé. Parce que quand vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pourrez rien faire. C'est parce que nous sommes en santé que nous sommes ici. C'est parce que nous sommes dans une très bonne santé que les gouvernants sont là, qu'ils mènent leurs activités. Donc en réalité, le syndicat des praticiens hospitaliers ne devrait pas souffrir lorsqu'il pose des doléances devant l'État. L'État ne devrait pas attendre une pression pour assurer la qualité de soins aux populations, sinon des infrastructures adéquates. Vous comprenez? Tout est la vie. Et pour avoir une vie, il faut être dans une santé parfaite. Alors, si les mots dont vous parlez sont bien connus de tous et que les années se suivent et se ressemblent dans ce secteur de la santé, rien n'y fait. Est-ce que vous êtes en train là de dénoncer un manque de volonté politique, Monsieur Agozo? Est-ce qu'il faut dire un manque de volonté politique ou parfois, lorsque les gouvernants sont là, il faut également que la société civile joue son rôle? Parce que le gouvernant ne voit pas tout. Je suppose, moi, que les problèmes que nous avons vécus, ou nous avons vus, ou que nous avons écoutés, beaucoup de nos gouvernants l'ignorent.
C'est maintenant que nous aurons à apprécier. Lorsque nous serons sur le terrain et nous ferons le diagnostic, nous sortirons des enquêtes, nous publierons devant l'autorité, nous allons plaider et nous verrons si c'est la bonne foi ou c'est la mauvaise foi. Au niveau du personnel soignant, nous disons que nous voulons tendre vers la responsabilité médicale. C'est-à-dire, je l'ai déjà dit, vous avez obligation de moyens. Et si, par faute médicale, des conséquences fâcheuses s'exposaient, le médecin ou le personnel soignant doit savoir qu'il peut être poursuivi. Ça, ce n'est pas nous qui inventons cette loi, cette responsabilité médicale. Elle existait depuis 1936. Nous avons vu le débat qui a tourné autour de cette responsabilité médicale. Il est temps qu'on situe les responsabilités à chaque niveau. Est-ce que c'est l'État ou c'est le personnel soignant ou c'est la population? Pour nous, il faut une symbiose, une collaboration entre toutes ces personnes parce que chacun de nous a besoin d'être soigné. Vous savez, certains pensaient qu'ils ne pouvaient pas se soigner dans leur pays. Ils devraient aller ailleurs. Donc le système de santé dans leur pays, ça ne les regarde pas. Mais la Covid est venue, nous a démontré qu'il y a des situations qui vous obligent à vous faire soigner chez vous. Alors, pourquoi ne pas construire ou bien mettre les moyens adéquats pour que la population, même si elle n'a rien à manger, qu'elle puisse être en bonne santé et qu'elle ne souffre pas lorsqu'elle va dans un centre de santé pour se faire soigner. Alors, votre observatoire ambitionne d'avoir une dimension africaine, d'où sa dénomination OPS Afrique. Est-ce que les problèmes que vous décrivez sont la seule spécificité de votre pays ou bien vous avez un regard transversal sur les problèmes de santé sur le continent? Comment les décrivez-vous? Vous savez, nous avons fait aussi une observation autour de nous. Nous avons regardé au-delà de nos frontières ce qui se passe, même si ailleurs il y a une petite avancée sur certaines questions. Mais le personnel soignant est dans une dynamique, c'est-à-dire lorsqu'il reçoit le malade, il est son Dieu. Nous avons constaté ça. Et c'est une erreur. Et le personnel soignant pense que le malade n'a rien à lui dire. Le malade n'a pas droit à l'information. Il fait ce qu'il peut. Tant mieux. Si tu survis, c'est bon. Tu ne survis pas. Lui, il a fait son travail. Nous avons fait cette observation autour de nous et nous avons dit que s'il faut se limiter au Togo, je peux quitter tout de suite, traverser la frontière, aller au Ghana. Et ce que je suis en train de promouvoir ici, si c'est bien fait et qu'ailleurs ce n'est pas fait, nous sommes toujours en Afrique. Je peux être victime. Donc le mieux, il faut étendre notre action sur le plan africain. Nous sommes plus que des panafricanistes. Et nous voudrions qu'en Afrique, on ne nous dise plus que des gens quittent notre continent pour aller ailleurs se soigner. Nous pouvons mettre tous les moyens. Et le déplacement que nous prenons pour aller ailleurs pour se faire soigner, nous pouvons mettre ces moyens ici pour se faire soigner. Pourquoi pas accueillir des gens et les soigner également. Vous lancez vos activités dans un contexte tout particulier marqué par la pandémie du coronavirus. Alors, une question toute simple, quel regard vous portez sur la gestion de cette crise sanitaire en Afrique? Et je pense que le débat, il va dans tous les sens. Mais tout ce que nous savons, c'est que la pandémie, elle existe. On ne peut pas la nier. Mais chaque gouvernant a sa méthode de gestion. Et ce qui nous déçoit, c'est que les gens ne privilégient pas la communication et mettent parfois la force. Or, lorsque vous êtes dans le système de santé, il faut rassurer. Il faut rassurer parce que j'ai mon mot à dire. Moi qui dois subir un traitement. Si on m'oblige à faire un traitement et qu'il y a des conséquences, je peux me plaindre. La responsabilité médicale aussi le dit. Il faut un consentement du citoyen. Malheureusement, c'est ce que nous avons constaté. Mais nous félicitons les États qui se battent parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent que le faire pour assurer la survie. Vous savez, les moyens dans lesquels nous travaillons en Afrique, surtout nos hôpitaux, si on n'anticipe pas et que la pandémie que nous voyons ailleurs à l'extérieur, dans les pays occidentaux, si c'est le cas ici, M. Gaëtan, je ne crois pas que nous serions ici. Donc, il faut d'abord féliciter, mais demander au gouvernement de privilégier la communication, la sensibilisation. Quelqu'un qui comprend parfaitement, il n'a plus besoin d'un gendarme derrière lui. Mais il faut aussi savoir que quelle que soit la sensibilisation, lorsque vous êtes dans une innovation ou lorsque vous êtes dans une situation qui change d'allure, il y a des gens qui vont toujours résister. Et c'est l'ordre normal des choses. C'est naturel. Parce que eux, ils doivent être convaincus
il ne doit pas avoir le même niveau de compréhension que vous. Et vous devez faire avec. Monsieur Agouzo, nous tendons vers la fin de cet entretien. Vous êtes une jeune association. Dans un proche avenir, si vous aviez des actions à privilégier, comment les déclinez-vous? La première des choses, nous venons de faire le lancement, nous devons implanter des antennes sur le plan national. Et nous allons commencer très rapidement avec les bureaux dans les 5 régions. Et ces bureaux vont essayer de nous mettre des antennes dans toutes les préfectures, dans les centres de santé. Nous devons avoir des collaborateurs, ce qui nous permettra de recenser les informations à la base qui vont remonter pour que nous puissions travailler. Nous sommes avec un collège d'avocats, des juristes, nous sommes avec des médecins, même dans le bureau exécutif, nous avons des médecins. Donc ensemble, nous allons analyser comment aller vers les partenaires d'abord de la santé, c'est-à-dire que les associations et professionnels de la santé, même vers l'État, pour discuter, voir comment faut-il mettre en œuvre notre machine pour ne plus souffrir lorsqu'un citoyen va dans le centre de santé. Ricardo Agouzo, président de l'Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique, merci d'être passé sur ce plateau. À vous le merci pour cette invitation. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Invité Afrique Focus.